Bonjour à tous, nous sommes jeudi 7 mai. Ah, la dernière fois, j'ai oublié de parler des questions qui se profilaient sous les vidéos. Alors, il y a surtout Valentin, Priam et Noah qui sont très actifs dans les questions. Donc, Noah posait la question de que chevauche le héros de Princesse Mononoke, c'est-à-dire l'ami, enfin, il va devenir l'ami de la princesse. Et donc, les réponses sont en dessous, un élan rouge nommé Yakuru. Et puis ensuite, Valentin posait des questions sur Apollo 13 et Apollo 1 auxquelles Priam a lui-même répondu, après avoir d'ailleurs donné la réponse à comment les harengs communiquent, réponse qui est très surprenante, ma foi. Et Noah nous parlait aussi, enfin nous demandait qui est premier entre l'œuf et la poule. Donc, question à laquelle vous savez bien tous qu'il est impossible de répondre. Par contre, quand on parle de cette question, qui est premier, qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? C'est une façon de dire, une question à laquelle on n'a pas de réponse. Voilà, si on fait ce petit clin d'œil, c'est comme l'œuf ou la poule, vous saurez que c'est ça qu'on a en tête. Alors aujourd'hui, eh bien, nous corrigeons nos exercices pages 108-109 sur les niveaux de langue. Alors l'exercice 1. Donc vous aviez 3 phrases, tu me files ton bouquin, est-ce que tu me prêtes ton livre? Me prêteriez-vous votre ouvrage? On vous demande si ces 3 phrases ont un sens identique ou différent et ensuite on vous demandait de les classer, entre, courantes, donc là pour la première, soutenue pour la deuxième, familière pour la troisième. Alors, j'affiche le corrigé. Voilà, donc ces 3 phrases ont un sens identique comme vous vous en doutiez. Donc le langage courant, c'est: «Est-ce que tu me prêtes un livre?» Ici. Le langage soutenu, la phrase 3: «Me prêteriez-vous votre ouvrage?» Et enfin le langage familier, «Tu me files ton bouquin?» à double titre, 2 mots, familiers, filer et bouquin pour désigner, donner, prêter et puis livre et ensuite la phrase elle-même telle qu'elle est rédigée, donc avec, un sujet qui n'est même pas inversé pour poser la question et il y a pas non plus le «est-ce que?» qui permet de conserver l'ordre du sujet normal, c'est-à-dire sujet-verbe. On n'a même pas le «est-ce que?» non plus. Donc voilà, cette phrase elle est familière vraiment, à plus d'un titre. Alors ça, c'était pour la petite introduction. Exercice 2. Précisez quel est le niveau de langage. Donc si vous discutez entre copains à la sortie d'un cinéma, vous allez plutôt parler en langage familier. Si vous appelez au téléphone les parents d'un de vos amis, vous allez essayer de parler au niveau courant, de bien faire attention. Et si vous écrivez au maire de votre ville, bien sûr, on va écrire en niveau soutenu, avec des mots plus rares et des tournures plus rares elles aussi. Exercice 3. Laquelle de ces 2 listes correspond au niveau de langage soutenu? Alors, on a donc cime, artifice, témérité, dérobé, affliction, dissimulé, séisme, onde, lassitude et périr. Et dans la ligne B, nous avons fatigue, tremblement de terre caché, moyen, peine, courage, mourir, haut, voler et sommet. Alors, à votre avis, laquelle des 2 listes correspond au niveau de langue soutenu? Ça va être la ligne A, la liste A. En piochant dans les 2 listes, retrouvez les paires de mots identiques, mais de langage, différents évidemment. Alors pour la fatigue, on va aller chercher la lassitude. Moi, je vais vous afficher le corrigé, sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc la lassitude qui était ici, tremblement de terre, donc le synonyme c'est séisme qui est là, caché, dissimulé. Moyen, artifice, alors oui, c'est donc évidemment pas, vous le voyez, le sens de feu d'artifice, hein. On va dire un moyen pour arriver à sa ruse, ça peut désigner un artifice. Un artifice, c'est un moyen pour arriver à ses fins. On trouvera ce type de langage, dans du théâtre, par exemple. Du théâtre justement, comme on va l'étudier nous, chez Molière, où on va avoir, des valets très rusés, qui vont user justement, utiliser des artifices pour, arriver à faire ce qu'ils veulent. La peine, donc un synonyme soutenu, c'est l'affliction. Un synonyme de courage, on a témérité qui est là, mourir, périr. L'eau, c'est l'onde. Alors ça, on l'a déjà rencontré dans Homère, dans la traduction d'Homère. Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
C'est évidemment pas, c'est un langage soutenu vraiment, rare. Donc voler, dérober, ça c'est un peu moins rare quand même et la cime de l'arbre pour dire le sommet de l'arbre, c'est un mot soutenu mais tout de même moins, justement rare que le mot onde, par exemple. Voilà, donc là, le but maintenant, c'est que ce vocabulaire soutenu affiché en rose rouge là, vous puissiez le retenir pour l'employer à nouveau dans des rédactions. Ensuite, alors, barrer l'intrus de chaque liste et on va justifier notre choix. Habits, vêtements et fringues. L'intrus, c'est fringue parce qu'il est le seul à être du langage familier. Crevé, fatigué, épuisé. L'intrus, c'est crevé, qui est le seul à être du langage familier. Se restaurer, manger et s'alimenter. Alors là, je dirais, heu, je sais pas ce que va faire comme choix votre livre. Moi, je dirais plutôt que c'est se restaurer qui est l'intrus parce qu'il est le seul à être du langage soutenu. Manger et s'alimenter, pour moi, c'est du langage courant. Peut-être votre livre considérera-t-il que s'alimenter, ça peut être presque du langage soutenu. Bon, faut voir. Allégresse, joie et jubilation. Alors là, pour le coup, l'intrus, c'est net, c'est le mot joie, qui est du langage courant, alors que allégresse et jubilation sont du langage soutenu. Alors, ah bah non, bah votre livre est d'accord avec moi, donc non, justement, voilà. Moi, je considérais que s'alimenter, c'était du langage courant. Bon, votre livre pense que s'alimenter et se restaurer sont du langage soutenu pour les 2 et que manger, est du langage courant. Bon, pour moi, s'alimenter, c'était pas si soutenu que ça, mais on peut, le considérer effectivement. Alors après, le 5. Que signifie chacun de ces mots à 2 niveaux, courant ou familier? Donc on fera une petite phrase pour expliquer. Une tuile. Alors si je parle par exemple d'une pâtisserie faite avec de la farine, du beurre et des amandes, ou même on peut décliner cette recette, en salé avec du parmesan par exemple, c'est le langage courant. Si je parle de la tuile, du toit, c'est le langage courant aussi. Vous voyez qu'il y a un sens propre et un sens figuré. La tuile du toit, c'est vraiment le sens propre. La tuile, le gâteau, c'est en référence à la forme de la tuile du toit. Bon, c'est on pourrait considérer que c'est vraiment la limite du sens figuré. Et au sens familier, donc là, c'est vraiment un sens figuré, c'est-à-dire c'est une image. La tuile, c'est une mauvaise, comment dire? Un événement, mauvais qui vous tombe dessus, comme une tuile qui se détache du toit. Le tuyau, alors au sens courant, le tuyau d'arrosage par exemple et au sens familier, un tuyau, c'est une information, intéressante pour vous. Voilà, alors je pense que le corrigé ne va pas démentir ça. Voilà, donc un conduit, hein, un tuyau, un conduit, donc le fameux tuyau d'arrosage, hein, on va parler de conduit aussi, même si le mot ne vous est peut-être pas très familier justement. Donc vous voyez, renseignements confidentiels, ennui et voilà. Alors 5, 6. Vous devez compléter le tableau tout seul. Alors réprimander, en langage courant, qu'est-ce qu'on dira? On dira gronder et en langage familier, je ne sais pas ce qui est mis, peut-être engueuler qui est carrément pour moi, du langage vulgaire. Radin, donc langage familier, langage soutenu ladre, que vous n'auriez peut-être pas trouvé tout seul et donc au milieu, on va avoir le mot avare que vous pouvez déduire aisément de radin. Si vous ne savez pas ce que veut dire ladre, au moins vous avez radin que vous connaissez bien. Voilà, bon, bah, votre livre a mis engueuler, ce qui est, alors dans la famille du mot gueule, hein, il y a des mots courants et des mots familiers. Vous savez que le mot gueule pour désigner la bouche des animaux, c'est le seul mot correct autorisé, donc on n'a pas de langage familier, là-dessous. Mais si, je parle de gueule pour autre chose qu'un animal, là évidemment ça devient du langage familier. Donc engueuler au sens de gronder, c'est familier, voire carrément vulgaire. Alors le 7. Corriger ces phrases en employant un niveau de langage courant. Donc on va voir ce qui ne va pas. Il y a que toi pour croire un truc pareil. Donc déjà, il y a le mot truc hein, qui vous est mis en caractère gras. Donc on sait que celui-là, il va falloir le modifier. Mais il y a aussi il y a que toi. Il y a que toi, ça n'est pas correct. Parce qu'il manque des tas de mots. Déjà, il manque un morceau de la négation, hein, parce que la négation, c'est ne, pas, ne, plus, ne, que. Donc, on va rétablir il n'y a que toi pour croire. Alors peut-être on va dire une histoire pareil. On va voir le corriger tout à l'heure. Elle en a marre. Donc vous voyez que le mot marre, même si on le dit très régulièrement, c'est du langage familier. On peut le remplacer tout simplement par elle en a assez. Elle a toujours pas gagné. Alors ici, ce qui ne va pas, c'est la même chose que tout à l'heure. On a une négation ici qui est incomplète.
Elle n'a toujours pas gagné. Correction. Voilà, il n'y a que toi pour croire une chose pareille, une histoire pareille. Elle en a assez, elle n'a toujours pas gagné. Donc là, c'est 3 fois rien, puisque c'est juste remplacer un petit mot, remettre une négation. Oui, mais 3 fois rien, ça change tout. Hein, si vous dites: «J'en ai marre», et ben, c'est vraiment familier. Si vous dites: «J'en ai assez», c'est tout autre chose. 8. Réécrivez en niveau courant, pardon, ces phrases de niveau familier. Donc c'est le même exercice, grosso modo, sauf que là, on ne vous dit pas ce qui ne va pas, il n'y a rien qui soit en caractère gras. Faut pas rêver. Donc ici, vous voyez à nouveau, je pense, hein, il manque un morceau de la négation. Oups là, on a juste le pas. Donc il nous faut le ne pas. Et puis tant qu'à faire, on n'a pas de sujet à faux. Hein, donc on va rétablir tout ça. Il ne faut pas rêver. Léon, il ment pour pas qu'on l'accuse de sécher les cours. Alors là, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. On a Léon, il. Autrement dit, ça nous désigne 2 fois la même personne, avec la virgule, ce qui est, OK, un phénomène d'insistance, mais ça n'est pas correct à l'écrit. Donc il va falloir qu'on supprime le il, par exemple, hein, on va juste garder Léon. Donc Léon ment pour pas qu'on l'accuse. Là, toujours pareil, on a une négation, incomplète. Voilà, on a juste le pas. Donc Léon ment pour qu'on ne l'accuse pas de sécher les cours ou de peur qu'on l'accuse de sécher les cours ou pour ne pas qu'on l'accuse de sécher les cours. On a plusieurs possibilités, mais il faut absolument rétablir ce ne pas. Si je mets de peur qu'on l'accuse, là, je transforme le pour pas en de peur que, et c'est correct. J'ai changé, on va dire, de structure de phrase. Donc, voilà, vous avez Léon ment pour qu'on ne l'accuse pas. Donc une des propositions que j'avais, données. Si je mets de peur qu'on ne l'accuse de sécher les cours, peut-être que vous entendez instinctivement que c'est déjà du langage, soutenu, si on utilise de peur que ou de crainte que, à la place de pour que ne pas. Et voilà pour le 8. Pour le 9. Même chose donc, sauf qu'on a une phrase de langage soutenu et une phrase de langage, familier. N'avez-vous pas conversé avec le nouvel arrivé qui paraît fort sympathique? Donc, on va changer ce converser en discuter ou parler, par exemple. Voilà. Le nouvel arrivé, on va peut-être trouver quelque chose de plus simple comme le nouveau venu. Et ici, le sympathique, c'est pas trop ça le problème, mais c'est le fort. Ici, le fort, on peut le remplacer par un adverbe tout simple, l'adverbe très, qui paraît très sympathique. Donc ici, le fort, j'insiste, ça n'est pas un adjectif, hein, parce que si on avait eu n'avez-vous pas conversé avec la nouvelle arrivée qui paraît, on n'aurait pas dit forte, sympathique. Hein, il n'y a aucun accord. C'est un fort qui est un adverbe parce qu'en fait, c'est fortement sympathique, mais on a coupé, on va dire, hein, découpé le fortement en fort. Ça paraît plus élégant à l'oreille. Enfin, le «Tu crois toi qu'il va s'en tirer comme ça?» Donc «Tu crois toi», c'est vraiment pas du français, hein. «Tu y crois», c'est ça qu'on pourrait mettre, mais avec la suite de la phrase, ça va pas bien se passer, donc on mettra quelque chose du genre: «Crois-tu qu'il va s'en tirer comme ça?» Hein, et donc ça va être, beaucoup plus simple. Hop, donc est-ce que vous n'avez pas discuté avec le nouveau ou nouveau venu, hein, je proposais, qui semble très gentil? Si vous gardez qui semble très sympathique, hein, ça sera bon aussi. Crois-tu, voilà, comme j'avais proposé, ou bien est-ce que tu crois qu'il va s'en sortir ainsi? Et voilà, on a terminé avec cette page et donc aujourd'hui je vous montre, la leçon page 112 et la leçon page 116 après, donc parce que là, ce sont les doubles pages que je vous demande de faire pour lundi. Donc là, je vous demande pas mal de travail d'exercice, parce que, vous avez 3 jours et puis ces exercices-là se font quand même très vite. Alors ça, c'est un exercice, enfin c'est une double page vraiment, intéressante. Justement, tout à l'heure, j'évoquais le sens propre et le sens figuré et voyez la polysémie. Alors je zoome dans le cours, mais gardez en tête le mot polysémie. Voilà. Donc certains mots, le plus souvent des mots techniques ou scientifiques, n'ont qu'un seul sens. Un cargo, une map monde, voilà. Mais la plupart des mots, surtout les mots très courants, ont plusieurs sens. Ils sont polysémiques. Donc
Polysémique, ça veut dire exactement plusieurs sens. Poly, c'est plusieurs, hein, vous le savez peut-être, par exemple une salle polyvalente, c'est qui sert à plusieurs choses. Et sémique, c'est la racine du mot qui a donné le mot sens en français. Donc la plupart des mots ont plusieurs sens. On vous donne des exemples. La piste d'un animal, qui est la trace qu'il laisse, la piste de ski, qui est un parcours, la piste de l'enquêteur, qui est les éléments qui le guident, le mot, par exemple, tableau, ça peut être le tableau, d'un ordinateur dans un fichier, spreadsheet, Excel, ce que vous voulez. Ça peut être le tableau de maître accroché à un mur et puis, ça peut être encore le tableau, Velleda, sur lequel on écrit, quand on est en classe. Voilà donc, je pense que vous saisissez bien ce que c'est que le mot polysémie, un seul mot, plusieurs sens. Le sens propre est le sens premier du mot. Donc ensuite, on vous explique ce qu'on appelle sens propre, sens figuré. Donc sens propre, c'est le sens premier, on va dire c'est le sens terre à terre. Et on vous parle du mot mer ici, enfin on illustre cet exemple avec le mot mer, les pirates vivent sur la mer. Il s'agit de la mer qu'on connaît tous avec des molécules d'eau dedans et du sel. Et pas mal de pollution aussi d'ailleurs. Le sens figuré, c'est le sens imagé. Donc, c'est le sens qu'on se figure, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, se figurer, ça veut dire imaginer. Si je dis figurez-vous telle chose, ça veut dire imaginez-vous telle chose. Donc le sens figuré, c'est le sens qu'on se figure, le sens qu'on imagine. Et donc c'est un deuxième sens, tout du côté de l'image et de la métaphore, à un mot qu'on connaît déjà. Donc, si je reprends l'exemple du mot mer ici, toujours, hein, les pirates vivent dans la mer, on a un second exemple ici. Il est perdu dans une mer de documents. Et ben, c'est pas la mer avec l'eau et les poissons dedans, évidemment. On vous dit, on cherche simplement à déclencher chez vous la même image que la mer avec les poissons dedans, et plus précisément même, cette idée d'immensité de la mer. Et donc là, c'est l'immensité qui est retenue, sauf que c'est pas la mer, ce sont des documents peut-être étalés partout sur le sol du bureau du personnage qui est le il est perdu. D'accord? Donc le sens figuré, il a forcément un rapport avec le sens propre, mais un rapport, dans notre imagination. Et donc d'ailleurs, ça peut changer d'une personne à l'autre, hein, du coup. Quelqu'un qui n'aurait pas, les mêmes codes que nous, c'est-à-dire quelqu'un, qui ne s'est jamais, fait cette réflexion que la mer peut être immense, peut-être qu'il ne va pas comprendre cette phrase: «Il est perdu dans une mer de documents». Donc nous, en France, on va tous partager les mêmes images parce qu'on fait partie donc d'une civilisation commune. Grosso modo, on lit, on voit, on parle des mêmes choses. Donc si je dis, «Il s'est noyé, dans son exercice», tout le monde comprend que ça veut dire qu'il n'a pas réussi à le faire. Voilà. Alors, donc voilà pour ce petit morceau de cours et donc vous avez les exercices à faire, avant 1, 2 et après, 3, jusqu'à 9. Le 9, alors vous voyez comme d'habitude, vous n'avez pas la place à rédiger pardon, pour chaque mot en caractère gras de l'exercice 5. Donc l'exercice 5, il est là, on va y voir une phrase où il aura un autre sens. Donc vous avez il, racine, fruit, perle. Vous devez prendre ces 4 mots et faire des phrases avec, voilà, des phrases dans lesquelles il, ne sera pas, la vraie île, avec, les palmiers et bordés d'eau. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez prendre un dictionnaire et dans un dictionnaire, certainement, on va vous donner des exemples de sens figuré de ces mots-là. Alors ensuite, je saute à la page 116 qui m'intéresse aussi. Ah, qui parle du champ lexical. Alors justement, on en a besoin pour notre étude de texte juste après. Donc le champ lexical, vous le savez déjà, donc c'est presque de la révision, hein. C'est un ensemble de mots qui correspondent à une même notion. Donc des mots qui tournent autour d'une même idée. On avait vu ensemble le champ lexical, de la salle de classe, hein, je répète, on avait dit, tableau, chaise, ordinateur, décoration, de table évidemment, j'ai pas dit tableau, armoire, fenêtre, même fenêtre à bascule, néon, projecteur, faux plafond et cetera. Voilà, donc si on prend le champ lexical de la mer, on va dire, vague, vent, écume, bateau, poisson. Voilà, la liste peut être très, très longue selon votre imagination. Donc ici, on vous propose, un champ lexical, de la ruse et on vous donne des exemples. Donc on vous donne des exemples
de noms, ruse, feinte, tromperie, de verbes, ruser, feindre, tromper, d'adjectifs, ruser, trompeur, d'adverbes, trompeusement. Donc on va trouver des mots de la même famille. Par exemple, on remarque bien que tromperie, tromper, trompeur, trompeusement, c'est la même famille de mots. De même que feinte, feindre, c'est la même famille de mots. Ruse, ruser, et l'adjectif, c'est la même famille de mots. Alors attention, ici on ne parle pas des familles de mots, hein. On parle bien du champ lexical. Donc le champ lexical, il comporte des mots de familles totalement différentes, comme ruse, feindre, tromper. Simplement, là, votre livre insiste sur le fait que un champ lexical, non seulement ça mélange des mots qui ne sont pas du tout de la même famille, mais en plus ça mélange aussi des mots de nature différente, hein. Des noms, des verbes, des adjectifs, des adverbes, tout est bon. Du moment que ça va avec la tromperie, eh bien, je peux le mettre dans le champ lexical de la tromperie. D'accord? Je pourrais même ajouter des noms propres, par exemple, on va le travailler ensemble quand on fera le théâtre. On a chez Molière des valets qui sont des champions de la tromperie, et souvent les valets s'appellent sganarella. Donc on pourra dire un sganarelle, quasiment, hein, comme si on disait un Maxime ou un Paul ou un tel, et donc ça pourrait même être ajouté au champ lexical de la tromperie tellement le prénom sganarelle colle à l'idée de la ruse et de la feinte. Voilà, donc les champs lexicaux peuvent mélanger toutes les natures de mots et toutes les familles de mots du moment que ça tourne autour d'une même idée. Alors, je pense que vous avez bien compris le principe, d'autant qu'on en a déjà manipulé en classe, et donc vous devez faire aussi pour lundi les exercices de la double page, mais pas le alors excepté le «je rédige», hein, sinon ça va vous faire quand même un petit peu beaucoup. Donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et on s'arrêtera au 7. Voilà. Alors je passe à la deuxième partie de notre vidéo. Donc aujourd'hui, nous commençons notre première étude de poème. D'ailleurs, je vais aller réafficher le chapitre 1, puisque je vous avais dit que vous aviez à le lire plusieurs fois pour commencer déjà un petit peu à le retenir, mais on va justement employer tous ces termes techniques dans notre analyse de texte pour vous les rendre plus faciles à apprendre. Donc, dans notre poème, on va bien chercher à voir quelles sont les émotions qui sont véhiculées. On va regarder si on trouve un petit peu de la musique avec des répétitions de sons. On va voir s'il y a des rimes notamment. On va se demander combien de strophes on a, à quel genre de strophes on a affaire. Est-ce qu'on a des tercets, des quatrains, des dizains ou encore autre chose? On va compter les pieds, forcément. Et puis, quoi encore? On va regarder la disposition des rimes. Donc on va voir si on a des rimes, plates ou suivies. On va voir si on a des rimes croisées. On va voir si on a des rimes embrassées. Et on va même regarder un petit peu s'il y a beaucoup de sons qui riment dans les rimes ou pas. Ensuite, pour ce qui est du langage imagé, vous allez voir, on va être servi là-dessus, pas de souci. Donc, notre chapitre 2. Voici le poème que je vais vous lire, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'ai mis un vert ici un petit peu grisé. Alors, ce poème déjà, il a été écrit par Charles d'Orléans, comme vous le voyez, au XVe siècle. C'est un rondeau. Le rondeau, c'est le nom de ce genre de poème-là. Je vais vous expliquer pourquoi on appelle ce poème-là un rondeau. Donc c'est un poème, en tout cas, vous le voyez, assez ancien. Ce qui fait que nous avons ici une traduction en français moderne. Mais en français du XVe siècle, c'est plus tout à fait l'ancien français, mais c'est de l'ancien français évolué, on va dire, qui ressemble beaucoup au français moderne. On a quand même des lettres qui bougent, des choses assez différentes. Et donc on a plusieurs versions de ce poème. Dans certaines versions, c'est ce que je choisis moi, on a 3 strophes, une strophe de 4, une strophe de 3, une strophe de 5. Dans d'autres versions, comme vous le voyez, on a toujours 3 strophes, mais 2 strophes de 4 et une strophe de 5. Donc je vous ai mis en vert grisé, voilà, pour que si par hasard vous tombez sur une autre version, vous ne pensiez pas que c'est une erreur de ma part. Non, c'est qu'il existe plusieurs versions et plusieurs traductions en français moderne de ce poème. Alors ensuite, pourquoi est-ce qu'il s'appelle rondeau? Il y a plusieurs raisons. Un poème qui s'appelle un rondeau, c'est qu'il est chanté quand on fait une ronde, c'est-à-dire que les gens du Moyen Âge dansaient et chantaient ce poème. Et ils dansaient en ronde, d'où le rondeau. Première raison, et il s'appelle rondeau aussi parce que on s'astreint, quand on est poète et qu'on fait un rondeau, à faire revenir les premiers vers en dernier. Les ou le premier vers. Et donc là, vous voyez, le temps a laissé son manteau, et le premier vers, c'est aussi le dernier. D'accord? Donc il y a une espèce de, comme je fais avec ma souris là, de boucle, hein,
entre le premier et le deuxième qui fait la ronde, d'où le nom donc rondeau. OK? Donc un rondeau, c'est un poème comme ça qui fait entre 12 et 14 vers et où on s'astreint donc à faire revenir le premier vers en dernière position. En fait, on le trouve aussi en dernière position de la deuxième strophe. Ça, c'est pas obligé, mais en tout cas, première position du poème et dernière position du poème. Alors, on va donc faire la versification ou la métrique, c'est-à-dire compter les pieds, regarder les strophes, etc. Donc, on va d'abord faire du plus grand au plus petit, si on peut dire. Donc, on regarde l'ensemble du poème et ensuite on rentre dans les détails. Donc, si on regarde l'ensemble du poème, je viens de vous dire, donc ça s'appelle un rondeau. Ça, c'est la première chose, donner son nom à un poème quand il en a un. Ensuite, on peut le détailler en strophes. Donc, il comporte 3 strophes. On va nommer ces strophes. On a donc un quatrain, ici, donc 4 vers. Un tercet, ici, puisqu'on a 3 vers. Alors, ou quatrain si vous voulez, hein, si on considère celui-ci. Donc, un quatrain, un tercet. Et la strophe de 5 vers, elle porte un très joli nom. Elle s'appelle un quintile. Parce que quinte, en latin, c'est 5. Vous le savez peut-être pour ceux qui jouent aux cartes. Donc, un quatrain, un tercet, un quintile. Donc déjà, j'aime bien parce qu'on a pas mal de variétés. Ensuite, on va regarder les vers. Donc, il faut qu'on compte maintenant le nombre de pieds qu'on a dans le vers. Alors, pour ça, oui, je voulais découper avec vous, mais en fait, je vais faire une petite pirouette, sinon ça va être... je vais vous insérer un petit tableau. Hop. Oui, on va faire ça comme ça. Voilà. Et là, je vais mettre à l'identique ici et je vais découper que d'un côté pour que vous ayez une version quand même bien, qui reste bien jolie. Alors, je ne sais pas si on entend les... parce que j'ai oublié de faire un test, donc j'espère que oui. Je vais scander avec vous et on va compter. Le temps a laissé son manteau. Si vous avez compté, ça fait 8. Alors, je vais maintenant mettre les petites barres avec vous pour délimiter les 8 pieds ouverts. Donc, le temps a laissé son manteau. Hop, et donc là, on a 8. Je continue. De vent, de froid, du ré, de pluie. 8. Alors, allons-y. De vent, de froid, du ré, de pluie. Ça nous fait toujours 8. Alors, attention sur ce de froid, du ré, de pluie. Donc là, je vais faire exprès, on va lui mettre une petite couleur. Voilà, en vert, un E qui ne doit pas se prononcer. Parce que selon la règle de la leçon, je vous la réaffiche rapidement, elle est au-dessus, voilà. Si donc j'ai un E suivi d'une consonne, donc au beau milieu d'un vers, je ne le prononce pas parce que ce serait trop laid. Donc, eh bien, j'applique cette règle, je ne dirai pas de vent, de froid, du re et de pluie. D'accord? Donc ça fait bien 8 pieds. Alors, je continue. Et c'est vêtu de broderie. J'ai également 8. Et c'est vêtu de broderie. Voilà, et je continue. De soleil luisant, clair et beau. D'accord? Donc là, pour les suivants, c'est pas très difficile parce que en fait, il n'y a pas de E muet, donc il n'y a rien de particulier à considérer. Alors, on va découper le suivant parce que celui-là, il est intéressant. Il n'y a ni bête ni oiseau. Donc, vous m'avez bien entendu dire bête. Il n'y a... pardon, pas ni bête. Il n'y a bête ni oiseau. Bête ni oiseau. Donc, ça fait bien 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Hop, il n'y a bête ni oiseau. Donc ce E-là, alors celui-là, on va mettre en rouge. Celui-ci, il faut le prononcer parce qu'il est suivi d'une consonne ici.
Donc on doit le prononcer sans toutefois dire, «Il n'y a bête, ni oiseau», hein, comme je vous avais déjà dit la dernière fois. On le prononce mais avec, légèreté. Alors j'enlève les zigouigouis parce que sinon on ne voit plus rien. Est-ce que je peux en faire plusieurs d'un coup? Eh beh non, donc je suis obligée de les faire un par un. Alors rassurez-vous, on va pas faire ça sur absolument, tout le poème. L'idée, c'est que vous ayez compris le principe. Voilà, en plus, vous devez entendre mes clics de souris partout, c'est pas très pratique. Donc si je continue, hein, quand son jargon ne chante ou crie, donc ce E là, on va bien le prononcer. Là, je vous le mets en rouge, hop, et ce E là, au contraire, eh ben non. Donc je vais le mettre en vert, hein, chante ou crie. Le temps a laissé son manteau. Alors il y a juste un vers problématique, c'est celui-ci. Porte, temps, livré, joli, ça ne fait que 7. Aïe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen Âge, en ancien français pardon, enfin oui, Moyen Âge, 15e c'est le Moyen Âge, la toute fin. En ancien français, on disait: «Porte, temps, livré», on prononçait en fait ces E là. Donc je me dis que pour faire 8, ce vers-là devait être lu comme ceci: «Porte, temps, livré, joli». Bon, ce qui n'est pas très, très joli à l'oreille pour le coup, mais je ne vois que cette possibilité pour arriver à 8 pieds. Sinon tous les autres font 8 exactement, il n'y a que celui-ci qui est, un petit peu problématique. Ou alors, ben, on dira: «Ah bah, Charles d'Orléans, il avait raté son coup, sur ce vers-là». Ensuite, on va regarder un petit peu les rimes. O, I, I, O. Alors celle-ci, si vous avez bien appris votre leçon, elle s'appelle rime embrassée. Hein, je vous rappelle, la rime O embrasse la rime I qui est au milieu, hein, comme si elle mettait ses bras autour d'elle. Ensuite, dans un quintile, alors, dans un quintile et dans un tercet, on est en nombre impair, donc il faut aller chercher un nombre de vers pair. Ici, on a O, I, O, O, et puis ici, I, I, O, O. Donc là, on va dire que c'est un petit peu comme s'il y avait une rime toute seule avec I et en revanche, manteau, ruisseau, ça nous fait 2 rimes suivies. Ou alors plutôt, si vous voulez, si on considère ceci, on a O, O, I, I, O, O, donc 2 rimes suivies, 2 rimes suivies et 2 rimes suivies. Donc premier quatrain, rimes embrassées. Deuxième, alors si on considère que c'est un quatrain ici, on a O-I, rime croisée. Mais de toute façon, on va avoir une rime toute seule, qui est celle-ci puisqu'on a un vers impair. Si on considère qu'on a un tercet et un quintile, à ce moment-là, on a toujours un vers tout seul, c'est celui-ci. Et puis ensuite, on a donc O, 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 I, I, O, O, donc des rimes qui se suivent, des rimes suivies ou rimes plates. On verra des poèmes un petit peu plus, réguliers, on va dire, mais encore une fois, on est à la fin du Moyen Âge, donc c'est un petit peu plus, souple. Donc à partir du moment où on ne trouve pas exactement les vers par 2, on fait un petit peu de bricolage. Voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu ceux qui riment. Donc manteau et beau, un seul son qui rime, c'est le son O. Pluie et broderie, un seul son qui rime également. Pareil pour oiseau, manteau, cri, joli, ruisseau, nouveau, manteau, tout ça, c'est un seul son qui rime et joli, orfèvrerie, un seul son qui rime. Donc dans toutes les rimes que nous avons ici, ce sont des rimes qu'on va appeler des rimes pauvres, des rimes à un seul son. Voilà. Avec ruisseau et oiseau, on n'était pas loin, d'avoir quelque chose, de bon, mais s et z, ça n'est pas le même son et alors en plus, en fait, les 2 rimes sont éloignées l'une de l'autre, donc ça ne compte pas. Voilà, donc là, on a fait tout ce qui compte, pour la métrique, pour la versification. Donc on sait qu'on a un rondeau, en octosyllabes. Je n'ai pas prononcé le mot de ces vers, mais donc les vers de 8 pieds, ce sont les octosyllabes. On l'a ici, voilà. Donc un rondeau, de 3 strophes, 4 intersects quintiles en octosyllabes avec des rimes embrassées et suivies et plutôt des rimes, pauvres. Voilà, et maintenant on va donc entrer un petit peu dans l'analyse. Alors je vous lis enfin ce poème. Une fois que je l'ai décortiqué comme ça, je sais comment le lire, hein. C'est pour ça qu'on a fait la versification avant la lecture, parce que je ne peux pas, lire correctement si je n'ai pas compris que, ce E là, je ne devais pas le prononcer et par exemple ce E ci, je devais absolument le prononcer. D'accord? Donc ça, c'est important.
D'ailleurs, on doit le prononcer à plus d'un titre, à la fois parce qu'il est suivi d'une consonne, mais de toute façon parce qu'il ne comporte qu'une seule syllabe, on doit le prononcer. Comme ça ne vous viendrait pas l'idée de ne pas prononcer, le dans, je ne sais pas, le temps. Donc je vous lis le poème. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderies, de soleil luisant, clair et beau. Il n'y a bête ni oiseau quand son jargon ne crie. Oh, excusez-moi, je recommence. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderies, de soleil luisant, clair et beau. Il n'y a bête ni oiseau quand son jargon ne chante ou crie. Le temps a laissé son manteau. Rivières, fontaines et ruisseaux portent en livrée jolie gouttes d'argent d'orfèvrerie. Chacun s'habille de nouveau, le temps a laissé son manteau. Vous voyez, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour lire. Parfois, pour la poésie, comme c'est très précis, quand on démarre mal, il vaut mieux recommencer. Alors, c'est parti pour l'analyse. Donc déjà, le thème de ce poème, vous pouvez le voir, si on regarde un petit peu le vocabulaire, c'est le temps, mais pas le temps au sens le temps qui passe. Je vous laisse regarder un petit peu. Donc si on était en classe, je vous poserais la question. Alors quel est le sens de ce mot «le temps»? Parce qu'en français, justement, à propos de polysémie, le mot «temps», il est polysémique, il a plusieurs sens. Donc en regardant un petit peu, je pense que vous avez compris, il s'agit du temps au sens, météorologique, d'accord? Donc le thème de ce poème, c'est la nature, le temps au sens météo et donc la création. On va même préciser un petit peu, quand on aura fini l'étude, vous verrez un petit peu plus précisément ce qu'on entend par, la nature, la météorologie, dans ce poème. Alors Charles d'Orléans, donc pour dire, 3 bricoles sur lui, c'était un poète, mais qui était aussi prince et donc il a écrit, beaucoup de rondeaux d'ailleurs. Il aimait beaucoup ce thème, de la nature et de la création. Donc déjà, premier mot, le temps a laissé son manteau. Si on lit toute la phrase, hein, le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie et s'est vêtu de broderies, de soleil luisant clair et beau. Là, j'ai lu la phrase comme si ça n'était pas une poésie, mais le point est là, vous le voyez. On comprend qu'il s'agit donc du temps météo, qui est, considéré comme un humain. Alors si je vous demandais de me prouver dans le texte, de chercher quels sont les mots qui montrent que le temps est considéré comme un humain, je vous laisse un petit peu regarder le poème dans alors juste le premier quatrain, hein. Vous pourriez noter peut-être, je fais ça lentement exprès pour que vous puissiez chercher en même temps, le mot manteau, c'est les humains, hein, qui portent des manteaux. Qui fait écho à manteau, c'est vêtu. Ce sont les humains qui s'habillent, d'accord? Donc on a et puis donc qui portent des broderies, qui fait aussi écho à manteau. Donc à partir de 3 mots comme ça, manteau, vêtu, broderie, on peut parler d'un champ lexical, justement. C'est donc là-dessus que vous allez travailler, dans les exercices. Donc on a un champ lexical, du vêtement, finalement. Donc si le temps, s'habille comme un être humain, eh bien cela signifie qu'on a ici une certaine figure de style qui consiste à donner des éléments humains à quelque chose qui n'est pas humain. Et cette figure de style s'appelle une personnification. D'accord? Personnification comme personne, comme une personne. On l'a probablement déjà entendu cette année, je pense, hein. Donc le temps ici est personnifié avec son manteau. Ensuite, on va voir, l'image, de ce manteau, la métaphore. Donc une métaphore, c'est juste le mot, figure de style, hein, le nom de la figure de style un petit peu compliqué, pour dire l'image qui doit se former dans votre tête. Donc des métaphores, il y en a partout dans la littérature, pas du tout qu'en poésie, on en a déjà rencontré aussi chez Homère. Donc quelle est l'image qui doit se former dans votre tête? Eh ben cette image, elle est double, parce qu'on a le vent à laisser et c'est vêtu d'eux. Donc il y a comme 2 temps, 2 étapes. Donc qu'est-ce qu'il abandonne? Donc c'est laisser, vraiment le mot laisser, il est tout simple, beaucoup plus simple que le mot abandonner qui est son synonyme, on va dire. Justement, c'est cette simplicité, qui est à noter ici. Il a quitté, il a abandonné son manteau de vent, de froidure et de pluie. Donc au niveau du rythme, on a 2 vers qui vont ensemble ici. Voilà ce qu'il a laissé.
et voilà ce qu'il a pris, avec quoi il s'est vêtu. Et dans ces, vers qui sont donc par 2, si on peut dire, il y a encore un nouveau rythme ici qui marche non pas par 2, mais par, je pense que vous le voyez, par 3, de vent, de froidure et de pluie. Alors, quand on a comme ça un rythme qui marche par 3, à cause de la virgule, hein, et puis du fait qu'on a 3 groupes nominaux, vent, froidure et pluie, eh bien on appelle ça donc un rythme ternaire. Ternaire comme 3. Vous allez le voir très souvent dans la littérature. Et donc on sait que la poésie, c'est une question de musique, hein. Donc là justement, je répète bien, hein, alors je vais répéter souvent, mais c'est notre première étude de texte de poème ensemble, c'est un peu normal. On a donc un rythme par 2 ici, le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, 1, et s'est vêtu de broderies de soleil luisant clair et beau, 2. Mais à l'intérieur de ces 2 morceaux, on a un rythme ternaire ici, de vent, de froidure et de pluie, et si vous le voyez, d'ailleurs j'anticipe un peu, un autre là, de soleil luisant, clair et beau. Vous voyez? 3 adjectifs là. Donc on a des rythmes par 2, des rythmes par 3, qui vont créer cette musicalité. Donc l'image ici, le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. Bien sûr, donc le temps au sens météorologique, il a donc laissé, il a donc abandonné laquelle de nos saisons? Vent, froidure et pluie. Si on avait vent et pluie, ce serait pas vraiment très net, mais avec le mot froidure, on sait que le temps a laissé l'hiver. Donc la saison de l'hiver est en train de passer. Après l'hiver, on a le printemps. Donc, logiquement, on va voir si ça se vérifie, mais notre deuxième partie de ce quatrain devrait évoquer la métaphore du printemps, toujours avec cette idée du vêtement, hein. Donc il a quitté son manteau d'hiver, qui peut être pour vous l'image de la neige, du tapis de feuilles mortes, avec justement le vent, feuilles mortes mouillées par la pluie, hein, comme on veut. Toutes ces images-là, elles vous sont personnelles, chacun les siennes. Et donc, qu'est-ce qu'il a revêtu? Il a revêtu donc de la broderie, broderie faite probablement, hein, elle s'est vêtue de broderie, de soleil luisant clair et beau. Donc on peut dire qu'il s'est habillé avec de la broderie et il s'est habillé avec du soleil clair et beau. Heu, alors quelle image est-ce que ça peut nous faire venir en tête? Donc après l'hiver bien sûr, c'est le printemps. On voit une image de broderie. Quelles sont les broderies qui peuvent venir au printemps? Qu'est-ce que ça vous évoque comme image? Moi, j'en ai une en tête, que je vous ai mis d'ailleurs plus bas dans le texte. Et puis il s'est vêtu donc de soleil clair et beau. Donc là, on voit qu'on a encore une fois 1,2 et 3 mots qui s'opposent donc à vent, froidure et pluie. D'ailleurs, froidure, soleil, vous voyez, il y a une opposition dans ces termes-là. Toujours, en langage figure de style, on appelle ça une antithèse. Pour l'instant, c'est pas la peine que vous reteniez ça, d'ailleurs, je ne l'ai même pas écrit, dans le compte rendu. Mais, il faut que vous reteniez par contre l'idée d'opposition entre le printemps, entre l'hiver, pardon, froidure et le printemps, soleil. Donc, alors l'image, bah, je vous la montre. Pour moi, les broderies, que revêt le printemps, eh bien, c'est ça. Vous voyez, je pense tout de suite aux broderies de l'eau, des petites gouttelettes d'eau du printemps dans les toiles d'araignée dès qu'on a des petites fleurs. Alors non pas qu'on puisse pas les avoir en hiver, mais elles sont particulièrement belles avec une lumière de printemps, par exemple. Voilà, après, vous, ce sera peut-être une autre image qui va vous arriver en tête. Donc en tout cas, voilà, l'hiver a laissé place au printemps. Et donc moi, je vois la rosée, surtout avec le soleil luisant. Pour moi, c'est le soleil du matin, mais chacun voit son image, c'est ça qui est bien avec la poésie. Ensuite, je vous disais que, donc on est dans le thème de la création, hein, création poétique, c'est le thème de l'année pour la poésie. Donc après avoir parlé des saisons, l'hiver, le printemps, on parle des animaux et on va rester sur l'idée du printemps, hein, puisqu'on vous dit le temps a quitté son manteau d'hiver. Donc nous sommes au printemps. Il n'y a bête ni oiseau, quand son jargon ne chante ou crie, le temps a laissé son manteau. Alors ça, c'est un tercet très intéressant, déjà parce qu'on voit, on a 2 points, ouvrez les guillemets. On repère tout de suite. Alors cette petite chose là, toute bête, ces guillemets, ça veut dire que quelqu'un parle. Vous le savez très bien. Et donc pareil toujours, hein, en langage un petit peu littéraire, on appelle ça du discours direct. Quand on fait parler un personnage directement,
en citant ce qu'il a dit avec des guillemets, c'est ce qu'on appelle le discours direct. Donc on a du discours direct ici, ce qui est surprenant, et on voit d'ailleurs aussi la ponctuation expressive avec le point d'exclamation. Donc on va aller chercher qui dit ça. Ouais, j'ai commencé mon tercet par la fin. Qui dit ça? Il n'y a bête ni oiseau quand son jargon ne chante ou crie. Alors, le jargon, c'est la langue parlée un petit peu comme un patois, sa petite langue bien à soi. Donc ça nous dit toujours pas qui parle. Ici, il y a une structure de phrase assez compliquée. Il n'y a, patati patata, qui ne chante ou crie. Le qui, en fait, le quand son jargon, ça vaudrait un qui en son jargon. Donc ne chante ou crie. En fait, si vous voyez bien, on a une double négation. Il n'y a pas de bête qui ne chante pas ou qui ne crie pas. Voilà ce que ça voudrait dire si je rajoute un petit peu des mots pour qu'on comprenne mieux. Donc une double négation, eh bien c'est comme en maths, quand on fait moins par moins, ça fait plus, hein, vous apprendrez ça un petit peu plus tard. Je dis un exemple tout simple, hein, mais si vous descendez au deuxième étage, -2 et encore -2, bah, ça fait -4. Hein. Donc voilà, là, moins par moins, ça fait plus. Donc si je dis il n'y a aucune bête ni aucun oiseau qui ne chante pas, eh bien ça veut dire que toutes les bêtes et tous les oiseaux chantent ou crient. Vous êtes d'accord? Donc la façon de le dire en double négation, c'est bien sûr une façon d'insister. Il aurait pu très bien dire toutes les bêtes chantent, mais ça a moins de poids. Ça a plus de poids, c'est un phénomène d'insistance que de dire il n'y a bête ni oiseau qui ne chante. D'accord? Donc en plus de la double négation, comme elle est ici un petit peu raccourcie avec le il n'y a bête ni oiseau ne, on n'a même pas le ne pas, du coup ça rend la chose un petit peu difficile à comprendre. Donc, en tout cas, on a la réponse à notre question. Qui crie le temps a laissé son manteau? Ce sont les bêtes et les petits oiseaux. Alors, on est dans le printemps, ça on l'a bien compris. Donc justement, ce tercet illustre complètement le printemps, parce que le printemps, c'est le réveil de la nature, non seulement, d'accord, des petits bourgeons, et cetera, mais aussi des bêtes, on le sait bien, et particulièrement des oiseaux, qui d'ailleurs peut-être vous cassent les oreilles à 5 heures du matin en ce moment pour ceux qui ont la chance d'avoir des arbres pas loin de chez eux. Donc ils chantent très précisément en ce moment dans leur petit jargon, le temps a laissé son manteau. Chaque oiseau chante différemment, mais chaque oiseau chante c'est le printemps. Donc le temps a laissé son manteau d'hiver. Voilà, donc ici, on a ajouté dans notre tête, on avait ces images de soleil clair et beau, de petites broderies, les petites gouttes d'eau. Maintenant, on a ajouté l'image et le son des oiseaux qui pépient, qui gazouillent. Le temps a laissé son manteau. C'est le printemps, c'est magnifique. Et on continue avec le quintil. Rivière, fontaine et ruisseaux portent en livrée jolie, gouttes d'argent, d'orfèvrerie, chacun s'habille de nouveau, le temps a laissé son manteau. Alors, dans cette strophe-là, dans ce quintil, je pense que, voilà, vous allez voir dans ces 3 vers ici, parce que les 2 derniers, c'est un genre de résumé pour arriver au dernier vers justement. Dans ces 3 vers, rivière, porte, et cetera, on a un champ lexical de l'eau, avec 4 mots. Allez, si je vous demandais de me donner les 4 mots qui relèvent du champ lexical de l'eau, je pense que vous me diriez rivière, fontaine, ruisseau et le petit quatrième ici, les gouttes, gouttes d'eau. D'accord? Donc on a un champ lexical de l'eau. Pourquoi? Eh bien parce que le printemps ne serait pas le printemps sans eau. Le renouveau de la nature, les petits bourgeons, les oiseaux, et cetera, les animaux, les bêtes en général, elles ont et bah, nous aussi d'ailleurs l'homme, hein, bien entendu, on reste, une bête aussi, enfin, on fait partie du règne animal, on va dire. On a tous besoin d'eau pour vivre. Vous savez bien, l'eau, c'est crucial à l'apparition de la vie. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on cherche l'eau, dans les planètes type Mars et autres, hein. Je pense, à nos spationautes, qui adorent les questions, sur l'ISS et Apollo, et cetera, ce qui me passionne aussi d'ailleurs. Donc l'eau, c'est la vie. Alors, bah, justement, Charles d'Orléans, il le sait bien, il va faire toute une strophe sur l'eau. Avec, tout ce qui lui fait penser à l'eau, du petit ruisseau, ou plutôt de la fontaine, toute calme. Parce qu'une fontaine, c'est de l'eau domestiquée, hein, on l'a fait venir, on l'a fait couler, c'est l'homme ça. Mais on a l'eau plus sauvage, le petit ruisseau, la grande rivière.
Et puis aussi on a l'eau esthétique, les petites gouttes. Et pourquoi je dis esthétique? Parce que c'est surtout la suite du vers qui m'y fait penser, les gouttes d'argent d'orfèvrerie. Alors peut-être faut-il aller chercher, le mot orfèvrerie. L'orfèvrerie, c'est l'art de travailler les métaux. Donc quand on est, bijoutier par exemple, on est d'abord orfèvre, on travaille le métal qui va venir accueillir, admettons, une pierre précieuse. Donc ici, la pierre précieuse, ça pourrait être la goutte, hein, parce que la goutte d'argent, elle va apparaître peut-être aussi comme un diamant, hein, on ne sait pas. Donc on a, une image, très luxueuse ici de l'eau, qui est vraiment, toute en finesse. Et puis, l'eau ici un petit peu plus, sauvage, rivière, ruisseau et la fontaine plus domestique, eh bien il y a une nouvelle personnification. Rivière, fontaine et ruisseaux portent en livrée jolie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire porter en livrée? Si vous ne comprenez pas cette phrase, ce qui serait d'ailleurs un petit peu normal, vous ne pouvez pas comprendre la personnification. Porter une livrée, c'est un uniforme. Or, les uniformes avaient souvent, mais ça peut être encore le cas maintenant, des petits boutons, d'argent ou des petits boutons en or. Donc, je pense au personnage de Spirou, si vous le connaissez, qui, porte une livrée. Donc ce qu'on vous dit, c'est que l'uniforme de ces rivières, de ces fontaines et de ces ruisseaux, ce sont ces petites gouttes d'argent qui font comme les petits boutons de leur uniforme et qui en même temps, donnent cet aspect si joli à l'eau qui coule. Voilà, donc les rivières, les fontaines, les ruisseaux sont personnifiés. Elles ont un uniforme et cet uniforme, c'est cette élégance des petites gouttes d'argent qui forment peut-être les boutons, peut-être même tout le tissu, va-t-on savoir. Et puis enfin, donc la conclusion dans les 2 derniers vers, chacun s'habille de nouveau. Donc vous voyez, c'est comme le chacun, c'est un petit peu comme un résumé, donc que ce soit, les bêtes dans la forêt, les rivières qui vont reprendre leur cours avec toute l'eau qu'il va pleuvoir au printemps, et cetera. Les bourgeons, voilà, donc tout le monde s'habille avec du neuf, c'est le printemps. Et en conclusion, 2 points. Les 2 points, annoncent cette conclusion, hein, les 2 points ont toujours une valeur d'annonce ou d'explication. Donc le temps a laissé son manteau et nous avons clos le rondeau puisque, hop, c'est la ronde, on est revenu au premier vers. Alors le rondeau, il est particulièrement adapté pour expliquer la ronde des saisons, puisque bien entendu, après le printemps, on a l'été, après l'été, on a l'automne, après l'automne, on a l'hiver et on recommence. Voilà. Donc la ronde des saisons dans un rondeau, quoi de plus logique? En dessous, donc là, l'analyse est finie. Donc en dessous, je vous ai mis le cours. Alors pour moi, c'est inutile de le recopier. Vous avez déjà tout dans le drive. Toutefois, enfin ça dépend un petit peu de ce que vous avez à copier dans d'autres matières, mais je vous ai déjà donné beaucoup d'exercices. Si, à certains moments, vous vous dites que vous n'avez plus rien à copier et vous avez peur de perdre en vitesse d'écriture, vous pouvez toujours aller recopier un cours de littérature. Mais, si vous avez déjà beaucoup de travail par ailleurs à écrire, très honnêtement, hein, ça n'est pas la peine. Donc là, j'ai résumé ce qu'on a dit, c'est-à-dire que comme d'habitude à l'oral, j'en dis plus que ce qu'on écrit, bien sûr. Je vous ai mis quelques illustrations. Là, vous voyez le petit bourgeon, l'eau avec les petites gouttes ici qui font, comme des petites perles et puis là, j'avais envie de vous mettre un chaton. Un chaton, c'est un bourgeon particulier très doux, doux comme du poil de chat, d'où son nom et donc sous ce chaton eh bien, un vrai petit bourgeon avec des feuilles, qui éclot derrière, c'est vraiment, vraiment particulièrement joli. Je vais vous ajouter d'ailleurs une photo de livret aussi, tant que j'y pense, c'est ça qui vous manque. Voilà, donc je pense que cette vidéo est assez longue, donc je vous souhaite, bon courage, profitez de votre week-end de 3 jours, faites les exercices et puis nous les corrigerons tranquillement lundi. À bientôt!